Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission culturelle régionale, Mosaïque, qui vous parvient de la maison Félix Leclerc, comme à notre merveilleuse habitude. Alors c'est une émission de C'est sur la télé, ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on accueille Martine d'Anjou, une autrice. Alors ça va nous faire, on va découvrir quelqu'un qui est depuis peu dans notre région, puis qui vient enrichir notre bonheur collectif, notre culture collective. Bonjour, Martine. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci de me recevoir. Bien, ça me fait grand plaisir. D'autant plus que c'est dans cette maison, ça, c'est vraiment... C'est ça, pour un auteur, c'est le fun, hein, de se retrouver ici, là, dans cette énergie-là. Oui, oui. Puis j'ai eu la chance d'avoir une petite visite guidée juste avant notre entretien. Puis je viens de passer par le bureau de Félix. Puis là, j'ai pu voir la vue qu'il avait quand il pouvait travailler. Puis, oui, c'est très... C'est inspirant, hein? Oui, c'est très inspirant. C'est inspirant comme lieu. Oui. Est-ce que l'effet... Parce que là, toi, tu es dans la région depuis quoi, 4-5 ans? Oui. J'arrive en 2018. Tu es à Très-Saint-Rédempteur? Oui. OK. Est-ce que la région a le même effet sur toi qu'elle a eu sur Félix, qui a créé le plus gros de sa création? C'est ici qu'il l'a réalisé? Je pense que la région, en fait, je veux parler pour moi parce que je sais pas pour lui, mais il a fait des choses tellement des très belles choses, très, très humaines. Puis il y a de ça dans la région. Je trouve que le contact des gens, quand je suis arrivée, le contact des gens, j'ai eu un accueil tellement chaleureux de la part de personnes qui ne me connaissaient pas. Mon voisinage, tout ça, puis c'est un tout petit village. On m'a intégrée au petit village de façon tellement généreuse et humaine. Fait que je pense que de cette fibre-là ici. Ah. Oui, j'imagine qu'il a été touché par ça. C'est peut-être Félix qui a infusé quelque chose dans la région. Ou peut-être que c'est déjà là. On ne sait pas. Là. On ne va pas lui attribuer tous les mérites non, on va tout. partager le crédit avec l'ensemble de la population de la région. OK. OK. Puisqu'on parle de région, toi, t'es d'où? Où es-tu né? Moi, je suis née dans le coin de Saint-Jean-d'Iberville. Mais je suis partie de là très tôt. Donc, j'ai essentiellement... Mon enfance s'est passée à Saint-Jérôme, autour de Saint-Jérôme, dans la campagne autour de Saint-Jérôme. J'ai passé mon enfance là, mon adolescence. C'est là où j'ai commencé à écrire. C'est là où j'ai commencé à... J'ai fait beaucoup de danse là-bas. Ma famille est encore dans la danse, en train de danser là-bas? Oui! Et puis, c'est ça. Mais ensuite, j'ai dû bouger pour mes études. Puis, j'aime me promener. Alors, c'est ça. J'ai essayé différents endroits. Mais ici, c'est la première fois où je dis « Ah, la maison familiale est ici ». Mes enfants sont grands, là, mais la maison familiale, c'est ici. OK. Quand ils viennent à la maison, ils viennent ici. Ben oui, j'imagine. Ben, eux, est-ce qu'ils s'y sentent aussi bien que toi? Oui. Mais on a un bel endroit à la campagne et je suis entourée de chevaux. J'ai un penchant pour les plantes médicinales, alors c'est plein de plantes autour de chez moi. Tu as un beau terrain et un beau jardin. Oui. Tu as des chevaux en plus. Oui, j'ai des chevaux et ça, c'est Des chevaux, pas juste un. Ah, des chevaux. Oh, wow. Et puis, on me dit souvent comment est-ce que je peux avoir le temps d'écrire et d'avoir des chevaux. Surtout parce qu'on n'a pas dit aux téléspectateurs, mais toi, tu écris pour la télévision principalement. Puis c'est quelque chose qui est très exigeant. Les gens ne réalisent peut-être pas là, comment c'est demandant. Oui. En fait, c'est ça. J'ai remarqué quand les gens ne me connaissent pas puis m'approchent pour la première fois, ils ont cette idée de l'auteur qui rêvasse. Les artistes, c'est des rêveurs. Oui, c'est ça. Qui rêvassent pendant 1 heure ou 2. Et là, ça vient spontanément.
et on écrit pendant une petite demi-heure, puis ensuite la journée est finie. Mais non, ça se passe pas du tout comme ça. En fait, il y a eu un article très intéressant qui est paru dans la presse il y a quelques semaines où on décrit la journée typique d'un auteur, d'une autrice. Moi, je préfère vraiment le mot auteur. Oui, ben oui. Et c'est le fait que ce soit à la télévision, ça crée des contraintes au niveau du temps parce que quand on a une commande du diffuseur, là, c'est toujours pour hier parce que tout le monde a des contraintes de temps. Alors, on repousse ça dans la cour du prochain. Et puis finalement, il faut écrire rapidement. Celui qui était à l'origine qui a la pire des contraintes. On le sait, là, on sait comment c'est. Ouais. Parce que les autres, ils ont des syndicats. Oui, et tu veux pas les pousser plus que tant, tandis que l'auteur, ben. Oui, oui. Mais c'est en même temps, je suis de celle qui dit que les contraintes, bon, c'est sûr qu'il y a des exagérations, là. C'est bien d'avoir le temps de peaufiner notre travail, chose qu'on n'a pas beaucoup en télévision. Ouais. Donc, plus on gagne en expérience, mieux on est pour arriver à un produit bon en pas trop de versions, parce que écrire, c'est réécrire. Et c'est ça. Donc, le temps pour un auteur, pour partir du projet puis amener ça à la production, une fois qu'on a on dit un go en production, il faut écrire très rapidement parce qu'après ça, ça passe dans les mains du réalisateur. Puis avant ça, ça passe dans l'équipe de production qui, là, eux, doivent créer les décors, trouver l'équipe technique, engager les comédiens. Tout ça à partir de ton script, c'est comme ça qu'on appelle ça, un script. Puis dis-moi, la période de temps entre le projet, ce qu'on te demande de réaliser, puis c'est-à-dire toi, la partie de créer le scénario, puis la réalisation, est-ce que c'est un temps très long ou est-ce que c'est à peu près tout le temps égal ou des fois ça peut être un élastique invraisemblable? Là? Ça varie. En ce moment, j'écris sur une série qui passe à TVA. On est plusieurs auteurs. Donc, l'épisode que je suis en train d'écrire en ce moment va être tourné, je pense que c'est en juin. Donc, là, on est en écriture. Ouais. Et t'as combien de temps pour écrire ton... Ah, bien, là, on a quand même pas mal de temps parce que ça doit passer par plusieurs mains. Donc... OK. Ça va te revenir éventuellement pour réécriture de ci puis de ça. Oui, puis c'est comme un travail d'illustrateur, ça aussi. Oui, j'imagine qu'il y a des ressemblances. Ouais. Et puis, il y a un auteur principal qui est Marc Robitaille sur la série. Sa série s'appelle Les Moments Parfaits. Et donc, c'est très différent de quand on a notre propre série. Là, je vais dans l'univers de Marc et puis j'écris une première étape qui s'appelle un synopsis. Et puis ça, c'est après avoir fait un remue-ménage avec l'équipe d'auteurs, avec Marc. Et là, je fais un synopsis qui peut avoir une dizaine de pages. Et puis ensuite de ça, ça doit être approuvé par l'équipe, donc 2 scripts avant de développer les dialogues, etc. Parce que le synopsis, c'est pas les conversations, mais c'est les idées, puis comment les scènes vont se produire éventuellement. C'est un gros résumé de l'histoire. Ouais. Puis ensuite, avant d'arriver au dialogue, il y a une autre étape qui s'appelle le scène à scène, où là, dans les moments parfaits, on doit avoir maximum 40 scènes. Alors, chaque scène... On écrit où ça se passe, à quel moment de la journée, qu'est-ce qui se passe, où sont les conflits dans l'histoire. Puis on voit comme ça l'épisode qui progresse. Et bien, ça aussi, ça doit être approuvé. Puis une fois que c'est approuvé, là, on part en version dialoguée. Ça s'appelle le glaçage sur le gâteau, là. Parce que t'aimes particulièrement faire ça, un dialogue? Oui, bien, c'est parce que c'est très structuré, une histoire. Quand on dit que quelqu'un est un bon conteur, là, sur le bord du feu, là, le soir, c'est quelqu'un qui est très structuré quand même dans sa pensée puis dans sa façon d'amener les événements pour créer des punchs. Là, ça fait rire ou ça nous met la larme à l'œil. Fait que structuré, ça prend des outils qu'il faut utiliser pour construire ça. Et puis,
donc, cette partie-là de structure est pas mal toute faite quand on arrive au dialogue. Puis là, au dialogue, on enrichit le tout, on finalement. enrichit le tout. Ouais. Puis avec, c'est ça, avec le parler de chaque personnage. Ce qui fait que... Parce que le parler, ça veut dire c'est l'esprit là, qui est derrière. C'est pas juste sa façon de son élocution, mais tout ce qu'il y a dans sa tête en arrière. Oui, puis et comment, c'est quoi son point de vue sur la vie, ça va influencer la façon qu'il va utiliser pour exprimer une idée, par exemple. Et par exemple, quand j'écrivais une série que j'ai faite moi-même, toute seule comme auteur. Dont tu étais l'autrice? Oui, ouais, c'est ça. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Clash. OK. Et il y a eu 3 saisons. J'ai écrit 92 épisodes d'une demi-heure. Et c'est ça. Et chaque personnage, là, je les connaissais intimement. Mais ça fait comme une famille. C'est très étrange. C'est très étrange parce que je vivais constamment avec 9 ou 10 personnages dans ma tête qui ne me quittaient jamais. Ouais. Et ils avaient tous une trajectoire, et puis que je crée au départ, mais qui s'enrichit. Oh mon Dieu! Le merveilleux dans mon travail, un des merveilleux, oui. C'est que quand ça passe dans l'équipe du réalisateur, bien, les producteurs ont infusé aussi de leur idée, de leur énergie. Le réalisateur ou la réalisatrice prend ça. Puis là, il y a l'équipe qui crée les accessoires, les décors et tout ça. Mais les comédiens, il y a des comédiens qui sont remarquables. Et quand on met tout le travail de création de tous les membres de l'équipe, là, déjà, là, la série que j'avais pensée dans ma tête, que je voyais, là, c'est encore mieux que ce que j'avais dans la tête. Puis ouais. Là, les comédiens prennent ça. Et moi, qui suis tellement pas bonne pour jouer la comédie, j'ai vraiment beaucoup de mal à mentir. Je suis vraiment pourrie pour jouer. Là, tu veux dire que les comédiens sont des menteurs. Mais ils arrivent à jouer. Ils incarnent un univers que j'avais dans la tête et ils le transforment pour le mieux. Oui, ils l'enrichissent. Oui, et c'est enrichissant humainement de faire ce travail-là. C'est ça, parce que c'est un processus, tu écris j'imagine avant de commencer, tu dois avoir 4-5 épisodes, mais après ça, c'est eux qui viennent nourrir. Bien, oui, en fait, leur personnage, c'est sûr que moi, je leur ai imaginé une courbe dramatique. Ouais. C'est pas juste des événements, ce qui est intéressant. Ça se complexifie, les séries de nos jours. C'est pas juste des événements qui se succèdent, c'est beaucoup un développement intérieur du personnage qui règle des conflits qu'il y avait en lui, qui règle des conflits autour de lui et qui évolue à travers ça, puis qu'il y a des choix. Il y a des choix de changer ou de rester comme il était. Puis ce qui est beau, c'est quand on voit un personnage changer sous nos yeux, comme on voit des gens autour de nous qui vivent des choses difficiles puis que ça les métamorphose pour le meilleur, parfois pour le pire, mais assez souvent pour le meilleur. Les contraintes de la vie, ça fait ça, ça peut faire ça pour les personnages. Comme les contraintes pour l'auteur ou pour l'artiste génèrent une amélioration ou en tout cas une transformation, une évolution. Disons, ouais. On va dire ça comme ça, une évolution. Oui, parce que les contraintes, c'est très... on travaille dans un milieu où il y a beaucoup de contraintes financières. Il faut payer les décors, les techniciens, les comédiens, l'auteur. Mais il y a beaucoup d'argent aussi. Oui, il y a pas mal d'argent, beaucoup moins qu'aux États-Unis. On est quand même petit, mais il y a des contraintes financières et encore plus dans le secteur jeunesse. Ah. Pour lequel tu as écrit beaucoup. Oui, j'ai commencé dans le secteur jeunesse, moi. OK. Attends, là, on est dans... J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu à l'histoire, parce que comment ça se fait que tu fais ça? Comment ça se fait que tu es autrice, puis autrice?
Ben, pas exclusivement, mais spécifiquement pour la télévision. Comment tu es arrivé là? C'est une question... D'abord, de la littérature. Pourquoi? Est-ce que ça, c'était déjà là adolescente? Non. Non. Non, pas du tout. OK, tu t'en allais ailleurs. C'est que quand j'étais enfant, c'est sûr que je me cachais, quand mes parents disaient d'aller me coucher, je me cachais toujours, puis j'essayais de voir les émissions à la télé que mes parents regardaient parce que j'aimais les histoires. Puis en grandissant, j'étais très curieuse de savoir ce que tous les mots voulaient dire. Alors, je demandais à mon père, quand je ne savais pas une définition, « Papa, qu'est-ce que ça veut dire ça? » Puis il répondait toujours la même chose. « Va voir dans le dictionnaire. » Puis finalement, le dictionnaire est devenu mon ami. J'ai arrêté de demander à mon père, puis j'allais voir dans le dictionnaire. Puis dans le dictionnaire, quand on ne va plus voir le dictionnaire, maintenant, on tape sur Internet, puis là, on a plein de définitions possibles, mais à ce moment-là... Mais il y a juste le mot qu'on cherche, il n'y en a pas d'autre. Tandis que sur la page de dictionnaire, il y a bien d'autres choses. Tu ouvrais comme ça, puis tu avais 2 pages de découverte. Tu avais le mot que tu cherchais, plus les adverbes qui sont là, puis là, d'autres mots, puis c'est un monde qui s'ouvrait. Puis là, il n'y avait pas beaucoup d'images, mais à un moment donné, les images sont arrivées. Donc, tu avais un monde plus les images. Fait que ça, c'était une chose qui m'a beaucoup... Ça a développé chez moi l'amour des mots. Ça devenait comme un outil pour moi, pour m'exprimer, pour écrire mes textes à l'école. Puis, ma mère était une fan des Beaux Dimanches et des téléthéâtres, et j'avais la permission de me coucher plus tard, le dimanche soir, lorsqu'il y avait un téléthéâtre. OK. Et j'adorais parce que on me racontait une histoire. Et ce sont ces moments-là où on me racontait des histoires qui ont façonné ce... Bien, j'avais ce goût-là, mais c'est comme si ça me donnait la permission de le faire, puis de l'essayer, puis de le transmettre. Donc, j'ai participé à des concours littéraires que j'ai gagnés. À quel âge? J'avais 12 ans. Ah, mon Dieu Seigneur, déjà un concours littéraire à 12 ans. Puis après ça, j'ai répété l'expérience l'année suivante, puis je suis arrivée dans les 20 premières de la région. Puis je me suis dit, ah, ben voilà. Mais j'ai continué d'écrire pour moi en faisant pas nécessairement des histoires, mais des petits poèmes ou des phrases qui me venaient. Ou j'accumulais les cahiers de toutes sortes de C'était pas un journal. Tu ne tenais pas un journal quotidien. Non. C'était pas ça. Non, c'était plus des idées. OK. Je savais pas ce que j'allais faire avec ça parce que finalement, en grandissant, il fallait que je devienne sérieuse. Et là, je suis allée étudier en sciences. Oh, wow, OK, c'est un autre univers complètement, là. Oui. On appelait ça sciences santé à ce moment-là. J'ai étudié une année en sciences santé au cégep et je fus fort malheureuse dans mon choix. Oui, OK. Mon cœur n'y était pas du tout. J'ai arrêté ma scolarité pendant 2 ans. Je suis allée travailler pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et je suis retournée à l'université en histoire jusqu'à ce qu'un professeur me dise « Mais pourquoi tu étudies en histoire? » Et j'ai dit « Mais pour écrire des romans historiques. » Alors il m'a dit « Ben, tu devrais changer et faire un baccalauréat en littérature », ce que j'ai fait. Et suite à ça, j'ai fait un moyen métrage parce que j'avais un projet à l'université de 6 crédits. Et j'ai fait un moyen métrage historique parce que je travaillais à Parc Canada, dans un site historique. Et c'est ça qui m'a amenée... Mais faire un moyen métrage, là, tu me parles comme une réalisatrice. Ouais. Tu as été réalisatrice d'un moyen métrage? Ouais, mais c'est un projet... Puis tu as fait la direction. Oui, et ça, c'est très bien comme... Après ça, quand on est scénariste, quand on travaille un scénario, on est conscient qu'il y a une équipe après qui va devoir composer avec ça. Puis on comprend aussi les contraintes qui vont venir avec ça, parce que j'arrive donc au moment où
de fil en aiguille, j'ai eu mon premier contrat pour écrire sur Oui? une série jeunesse qui s'appelait Kif Kif, qui jouait... À partir... Mais c'est ta réalisation, ton film qui a permis ça? Non, il y a eu entre ça, c'est que comme c'était un film historique, j'ai vu passer... je me souviens pas comment j'ai vu passer ça, mais qu'il y avait un film historique sur les Patriotes qui allait se faire. C'était Michel Brault, et j'ai envoyé ma lettre, mon curriculum vitae, pour être recherchiste. Et on m'a retenue parce que j'avais écrit le scénario de mon moyen-métrage, parce que j'avais fait un moyen-métrage, parce que je travaillais dans un site historique, parce que j'avais aussi des études en histoire et des... Ah oui, c'est des bons facteurs. Oui, toutes mes expériences m'ont servi. Et là, ça fut merveilleux parce que j'ai eu une école en accéléré avec Michel Brault, qui était déjà très, très connu. Puis il avait fait son film Les Ordres, qui avait eu une Palme d'Or à Cannes. Il avait travaillé pour La Suite du Monde. Et cet homme-là faisait un film sur les Patriotes avec tellement... Il était tellement investi à tous les niveaux. Il avait ma complète admiration. Et de fil en aiguille, j'ai été recherchiste, mais je l'ai aussi assisté sur le plateau de tournage. Puis ensuite, il me demandait de faire toutes sortes de trucs comme traduire les propos des Britanniques et taper les sous-titres pour que ça apparaisse à l'écran. Donc, j'ai touché à tous les volets de la production et de la post-production. Et là, ça a été une école en accéléré, si bien que j'ai écrit ensuite un projet que j'ai soumis à la maison de production de Michel Brault, qui était un long-métrage historique, mais pour la famille. Et ça, bon, ça s'est pas fait parce que c'était trop coûteux. Plein de maisons de production essayaient de le faire, mais c'était toujours trop coûteux. Donc, ça s'est pas fait, mais ça m'a amené à être dans le circuit des auteurs. Et là, j'ai eu le premier contrat pour Kif Kif, qui était une série jeunesse pour les 12-17 ans à Radio-Canada. Mais tu sais, tu dis ton projet, il n'a pas été accepté, il était trop coûteux, mais tout le monde a essayé. Ça veut dire que, comme quoi, tu avais quand même, OK, c'est pas fait, mais tu avais la considération du milieu. Oui, puis, mais comme je n'avais pas d'expérience, Anouk Brault, la productrice, qui est la fille de Michel, m'avait demandé de travailler avec un scénariste d'expérience. Donc, on est allé chercher un scénariste d'expérience en jeunesse, Claude Landry, qui travaille encore comme scénariste. Et c'est avec lui que j'ai coécrit ça. Kif Kif, là. Kif Kif, okay. C'est ça. C'était une série sur... C'était une série, c'est des adolescents qui vivaient ensemble dans un appartement. C'est un projet pilote de l'école, donc c'était à même leur polyvalence. Il y avait une section... ils apprenaient à vivre en appartement. C'était supervisé, et puis c'est ça. OK. Donc, j'ai écrit 2 saisons. Ça a duré 2 saisons. J'ai écrit les 2 saisons. Et ensuite, bien, la maison de production qui faisait ça produisait aussi Ramdam. Alors, je suis allée écrire sur Ramdam. Ça c'est un gros morceau, Ramdam. C'était une grosse production. Oui. Avec un gros succès. Oui, oui. Ça aussi, et puis c'est drôle parce que les visages, les comédiens qui jouaient dans Ramdam maintenant sont... ont des enfants. Ils sont adultes, ils ne sont plus des enfants du tout. C'est ça. C'est ça. Beaucoup sont devenus professionnels. Oui, c'est ça. Et puis, et suite à ça, la même boîte de production m'a engagée aussi pour... j'étais une des auteurs de leur série Tactique. Là aussi, un autre gros succès. Oui. Et c'est ensuite, là, je suis passée du côté de la télévision pour adultes. J'ai écrit quelques saisons pour O, le téléroman O à TVA. OK. Et puis ensuite, ben, j'avais ce projet-là de Clash, qui est l'histoire de 5 amis qui se retrouvent suite à soit des accidents ou une maladie dans un centre de réadaptation et qui deviennent amis. OK. Et on les voit passer à travers leur réadaptation et les épreuves de la vie. Et leur amitié leur a permis de passer à travers des gros passages de leur
vie de jeunes adultes. Et dans ça, ben, il y avait aussi un aspect thriller, suspense. Il y avait un méchant. OK, bon. Ça prend quelque chose comme oui, ça. Hein? C'est ça. J'ai adoré cette expérience-là. Et ça a été un gros deuil quand ça s'est terminé. Ah, j'imagine. Parce que là, j'avais cette famille-là dans ma gang dans la tête. Et c'est ça. Et là, je suis en train de développer une autre série. Ah, c'est ça, j'espérais que tu me dises. OK. Ça se peut pas que de ne pas avoir quelque chose qui se développe dans ma tête. OK. Même si tu travailles sur des projets d'autres, là, t'as tes propres personnages qui se mettent à naître. Oui, à un moment donné, ça mijote, puis oups, se passe quelque chose, et là, tous les points se rejoignent, les idées se rejoignent, puis oups, il y a une idée de projet. Et puis là, tu ne révéleras pas ce que c'est. Non. Non, on ne peut pas faire ça. Là. Non. OK. Mais tu travailles là-dessus. Mais je travaille là-dessus, puis c'est ça. Mais là, je travaille là-dessus, seule. Je développe ça, puis je fais ma recherche, tout ça. Je regarde ce qui se passe en ce moment aussi dans le monde télévisuel en ce moment. Puis là, après ça, je vais présenter ça à un producteur. Je ne sais pas qui encore. OK. Et puis là, on va voir la réaction. Fait que c'est la première étape, la genèse d'une série. Oui, mais c'est ça, mais comme il y a beaucoup d'étapes, c'est un projet qui va se transformer au fur et à mesure parce qu'il va y avoir des additions, des commentaires, des visions. Puis avec le financement, va aussi générer. Au final, c'est un travail d'équipe. Je commence seule, mais au final, c'est un travail d'équipe parce que même le diffuseur, par exemple, à TVA, il y a une équipe qui reçoit les textes, qui les commande, qui donne ses idées. Chacun a une vision de ce qui se passe dans le monde télévisuel, puis on veut tous le meilleur pour la série. Donc, au final, c'est un travail d'équipe. Ça commence par dans la tête de l'auteur, ou des fois, c'est dans la tête du producteur aussi, qui peut commander à des auteurs d'explorer certaines idées. Oui. On appelle ça un projet commandé, puis ils vont, dépendamment de la nature du projet, il y a des auteurs qui sont plus susceptibles de bien développer ce type-là, donc ils vont demander à des auteurs. C'est un univers où les gens se connaissent. Hein? C'est une espèce de réseau où chacun connaît les facilités ou les talents de chacun, puis on va... Bien, il y a quand même beaucoup d'auteurs de différents âges, parce que maintenant, il y a une école qui s'appelle l'INIS. Dans mon temps, il n'y avait pas d'école. Okay. On ne pouvait pas... moi, j'ai appris sur le tas, j'ai fait des formations. Ensuite, je suis allée à New York, je suis allée à Toronto, j'allais dans des séminaires, mais maintenant, il y a une école. Donc, il y a les étudiants qui sortent de l'école qui rentrent aussi dans le ça fait un milieu qui est très bouillonnant, puis il y a beaucoup de mouvements. Hey, on est à la fin! C'est vrai déjà? C'est fou, hein? Oui. On aurait pu continuer à jaser, c'est entendu. Hey, Martine, vraiment, merci. Tu nous fais découvrir tout un univers. Là, je pense que le cliché de l'auteur qui rêve... c'est un peu envolé. Je te remercie beaucoup. C'est malheureux, c'est déjà fini. C'est ça qui arrive. Mesdames et messieurs, j'imagine que vous êtes comme moi. Là, vous déjà, non. Et oui, voilà. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir partagé ces beaux moments avec une créatrice aujourd'hui, une auteure. Dans son cas. Puis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine à l'émission Mosaïque, votre émission culturelle de C'est sur la télé. Alors, à très bientôt. Au revoir. Salut.